que Diana, princesse de Galles, soit effectivement décédée dans cet accident de voiture. C'est intéressant. Vous savez, ça paraît même un peu bizarre, mais je suis allé me recueillir devant son cercueil le lendemain de la publication de cet article. La princesse Diana était aimée par des milliards de personnes. Ses funérailles en 1997 furent suivies par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde. Un deuil d'une ampleur inédite et jamais égalé depuis. Elle fut inhumée sur une petite île privée, entourée d'eau, au sein du domaine familial d'Althorpe, un lieu choisi précisément pour assurer sa sécurité et la tranquillité. Pendant 27 ans, ce fut le cas. Ils ouvrirent ensuite le tombeau. La famille Spencer lutta pour que le contenu du tombeau reste totalement secret. Ils échouèrent. Ce qui a été découvert à l'intérieur a bouleversé tous ceux qui connaissent toute l'histoire. Diana a laissé quelque chose derrière elle, et cela n'était pas destiné à rester enterré. Une décision qui a choqué tout le monde. Pendant près de 30 ans, personne n'y a touché. Ni cameras, ni visiteurs, ni accès. La tombe de Diana est restée scellée et silencieuse, tandis que le monde continuait de tourner sans elle. Puis soudain, la nouvelle arriva. Le tombeau allait être ouvert et une question taraudait les esprits. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 27 ans? La première réponse qui parvint fut la plus choquante. William et Harry voulaient savoir. Ces deux hommes avaient perdu leur mère à l'âge de 15 et 12 ans. Deux garçons qui, sous le regard du monde entier, ont suivi le cercueil de leur mère, tandis que des caméras immortalisaient chaque instant. Ils avaient grandi, fondé une famille. Et pourtant, cette perte les rongeait encore chaque jour. Ils aspiraient à la paix. Ils voulaient savoir que sa sépulture était en sécurité et que le temps n'avait pas altéré ce qui devait être éternel. Voilà pour l'explication humaine. Puis vint l'explication officielle. L'île où Diana fut enterrée repose sur un sol meuble. Les ingénieurs ont constaté qu'au fil des ans, le niveau de l'eau autour de l'île avait augmenté. Le sol sous-jacent se déplaçait lentement. Le comte Spencer a commandé une étude privée. Les résultats étaient suffisamment préoccupants pour qu'une intervention soit nécessaire. Il ne s'agissait pas d'une urgence absolue, mais la situation était suffisamment urgente pour ne plus pouvoir l'ignorer. Voici un fait que la plupart des gens ignorent. En vertu de la loi britannique sur les sépultures, les tombes privées construites sur des terrains proches de l'eau doivent obligatoirement faire l'objet d'un réexamen après un certain nombre d'années. Ce délai légal de réexamen a expiré après 25 ans. La tombe de Diana n'a été réexaminée que 2 ans après l'ouverture de ce délai. 2 ans. Et personne n'a expliqué pourquoi ils ont attendu. À quoi n'étaient-ils pas prêts à faire face? Une petite équipe a été discrètement constituée. Ils arrivèrent à Althorpe avant le lever du soleil. Le domaine était fermé. La plupart des employés étaient tenus à l'écart. Pas de presse, pas d'annonce, juste une poignée de personnes qui avaient toutes convenu de garder le silence. Selon un témoignage, une équipe médico-légale aurait été dépêchée sur place, dirigée par un expert extérieur présenté comme indépendant de la famille royale. Mais réfléchissez-y un instant. La tombe se trouve sur une propriété privée appartenant aux Spencer. Personne ne peut s'approcher de cette île sans l'autorisation de la famille Spencer. Quelle indépendance peut-on vraiment avoir pour une aide équipée? L'équipe traversa l'eau et se dirigea vers l'île. Et ce qu'ils allaient découvrir dans ce tombeau allait prouver que Diana n'était pas restée inactive durant ces derniers mois. Elle s'était préparée. Elle avait tout planifié. Et elle attendait précisément ce moment, l'île construite pour la cacher. Pour comprendre ce qui a été découvert dans ce tombeau, il faut d'abord comprendre pourquoi cette île a été choisie. Car ce n'était pas seulement un bel endroit pour se reposer, c'était une forteresse. Lorsque Diana est décédée le 31 août 1997, le chagrin qui a suivi était sans précédent dans l'histoire moderne. Plus de 2 milliards de personnes ont suivi ses funérailles.
Des montagnes de fleurs s'amoncelaient devant le palais de Kensington, masquant les grilles. Dans les rues, les gens pleuraient ouvertement une femme que la plupart d'entre eux n'avaient jamais rencontrée. La douleur était bien réelle, et elle était omniprésente. Son frère, Earl Spencer, était lui aussi submergé par le chagrin. Mais il devait aussi prendre une décision. Où enterrer la femme la plus célèbre du monde en toute sécurité? Il choisit une petite île au milieu d'un lac sur le domaine familial d'Althorpe, dans le Northamptonshire, là où Diana avait grandi. Mais Spencer ne fit pas ce choix uniquement parce que c'était son chez-soi. Il l'avait choisi car elle était difficile d'accès. L'eau qui entourait l'île et le sol meuble et boueux rendaient l'approche physiquement ardue. Il a confié à la BBC qu'il craignait sincèrement que l'on ne profane sa tombe. L'île s'est avérée être la solution. Pour les funérailles, un pont temporaire fut construit au-dessus de l'eau afin de transporter le cercueil jusqu'au lieu d'inhumation. Une fois la cérémonie terminée, le pont fut démonté. Personne ne pouvait se rendre sur cette île sans y être invité. Le chemin menant à l'eau était bordé de 36 chênes, un pour chaque année de la vie de Diana. Des membres de la famille, dont le prince William et la reine, ont participé à leur plantation. Ce fut un hommage discret et poignant. Le projet d'inhumation ne faisait pas l'unanimité. L'Église d'Angleterre s'y est opposée. Pour une personnalité du rang de Diana, des funérailles dans une église consacrée étaient la norme. Cette objection fut discrètement rejetée et tenue secrète. Les visiteurs venus à Althorpe pouvaient se recueillir devant un mémorial voisin, appelé le Temple, où étaient affichés certains de ses propres mots. Ne mettez pas les pieds sur le béton. Vous allez m'entendre me faire gronder dans un instant, sur fond d'un passage de l'oraison funèbre de Spencer. Mais la tombe elle-même était interdite d'accès. Totalement. Pendant 27 ans, cette île est restée intacte, scellée, entourée d'eau, accessible uniquement aux personnes que la famille Spencer a choisi d'y faire traverser. Aucun fonctionnaire du palais, aucun représentant royal, personne que l'institution puisse envoyer. Cela a plus d'importance qu'il n'y paraît, car ce qui était caché dans ce tombeau était quelque chose que Diana avait délibérément placé hors de portée du palais. L'île n'était pas seulement son lieu de repos. C'était là qu'elle gardait ce qu'elle voulait que le monde découvre un jour, le matin où ils traversèrent l'eau. Le domaine était sombre et silencieux. Les portes, pour moi, étaient fermées. La plupart des employés avaient reçu l'ordre de rester à l'écart. Seul un petit groupe de personnes savait ce qui se passait ce matin-là. Et chacun d'eux avait accepté de garder le secret. L'équipe comprenait des spécialistes de la conservation, des ingénieurs en structure et des professionnels des pompes funèbres. Ils ont procédé avec prudence. Chaque étape a été documentée, chaque détail a été photographié. Ce travail n'a pas été réalisé à la hâte. Ils ont compris la situation et ont agi en conséquence. Le comte Spencer était présent. Le prince William aurait également été présent. Bien que certains témoignages indiquent qu'il est arrivé plus tard dans la journée, la présence du prince Harry n'a jamais été confirmée. Selon certaines sources, il aurait été tenu informé tout au long de l'événement et aurait pu participer par visioconférence depuis la Californie. On ignore s'il a assisté à des milliers de kilomètres de distance à l'ouverture de la tombe de sa mère. L'opération dura des heures. Lorsque la chambre funéraire apparut enfin, tous s'arrêtèrent. Personne ne parla. Un silence complet s'installa dans la pièce pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas la panique. Ce n'était pas de la détresse. C'était le poids du moment qui pesait sur tous ceux qui se trouvaient là. C'était la première fois depuis le 6 septembre 1997 que quelqu'un contemplait la dernière demeure de Diana. 27 ans de silence. Et voilà. Puis ils virent le cercueil. Il était doublé de plomb et parfaitement intact. Il est important de comprendre un point essentiel à ce sujet.
les cercueils doublés de plomb ne sont pas la norme pour les inhumations privées. Ils sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de préserver la dépouille pendant une très longue période. Elles ralentissent considérablement la décomposition. Elles sont coûteuses et leur utilisation est délibérée. La décision d'inhumer Diana dans un cercueil doublé de plomb a été prise dans les 48 heures suivant son décès à Paris. Pour rappel, les cercueils en plomb destinés aux familles royales et aristocratiques sont généralement commandés plusieurs semaines à l'avance. Cette décision a été prise très rapidement, et le choix du plomb laisse supposer que son auteur savait que cette tombe pourrait un jour être rouverte. La chambre funéraire, quant à elle, s'était mieux conservée que prévu. Les dégâts des eaux étaient moins importants que ce que l'expertise avait laissé entendre. La structure était stable, les craintes étaient fondées, mais le pire n'était pas arrivé. Puis, lors de l'évaluation, l'équipe a fait une découverte qui a tout fait basculer. La chambre funéraire contenait des objets sans aucune documentation, des objets qui ne figuraient pas dans les registres funéraires officiels, des objets qui n'auraient pas dû s'y trouver, des objets que quelqu'un avait secrètement placés à l'intérieur avant que le cercueil ne soit scellé. Earl Spencer demanda aussitôt à toutes les personnes extérieures à sa famille proche de s'éloigner. Ce qui s'est passé ensuite est resté privé. Mais les visages des personnes qui sont sorties de cette pièce en disaient long. On avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui a tout changé quant aux raisons pour lesquelles ce tombeau était resté scellé pendant 27 ans. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a tout bouleversé. En ouvrant la chambre funéraire, ils ont d'abord trouvé les objets que tout le monde connaissait, ceux qui figuraient dans les registres officiels. Des photographies de William et Harry, un livre de prière, un chapelet que lui avait offert Mère Teresa, décédée 5 jours seulement après Diana, 5 jours. 2 des femmes les plus aimées au monde, disparues à 1 semaine d'intervalle. Le chapelet échangé entre leurs mains dans les derniers instants de leur vie n'a jamais été pleinement examiné ni expliqué, et peut-être ne le sera-t-il jamais. Ils trouvèrent alors le médaillon. Il était en or, soigneusement glissé dans les mains de Diana. À l'intérieur se trouvaient 2 minuscules photographies. William et Harry, 16 garçons, les 2 personnes qu'elle aimait plus que tout au monde et qu'elle avait une peur bleue de quitter. Imaginez un instant, dans ces dernières heures, avant que son cercueil ne soit scellé, quelqu'un a déposé ce médaillon entre ses mains. À l'intérieur se trouvaient les visages de 2 enfants qui grandiraient sans leur mère, qui se tiendraient devant des milliards de personnes et marcheraient derrière son cercueil à 15 et 12 ans, qui passerait le reste de sa vie à porter une perte qui ne s'est jamais vraiment guérie. Ce médaillon n'était pas un simple bijou, c'était la dernière étreinte d'une mère. Le seul moyen qui lui restait de les serrer dans ses bras. Un petit cristal amulette fut enterré avec elle. Gravé des mots « Crois toujours ». La plupart des gens liraient cela et penseraient qu'il s'agit d'un joli souvenir. Mais pensez à la femme qui a choisi ces mots. Une femme à qui l'on avait menti au sein même de son mariage. Une femme dont les conversations téléphoniques privées étaient enregistrées à son insu. Une femme qui avait été exclue de l'institution censée la protéger. À celle à qui l'on avait répété pendant des années qu'elle était instable, difficile, excessive. Que cette femme laisse derrière elle ces mots « Crois toujours » est loin d'être réconfortant. C'est déchirant. C'est le dernier message de quelqu'un qui a refusé de sombrer complètement. Mais ensuite sont apparues des choses qu'on n'aurait jamais dû trouver. Des objets sans aucune documentation. Aucun document, rien sur aucune liste officielle. Des objets qui avaient été secrètement placés à l'intérieur du cercueil avant qu'il ne soit scellé. Et personne en dehors d'un cercle très restreint n'était au courant depuis 27 ans. Il y avait des enveloppes scellées, des lettres écrites de la main de Diana, adressées à des personnes précises, avec la consigne de ne les ouvrir qu'une fois le tombeau accessible. Une lettre à Guillaume, une lettre à Harry,
une lettre au comte Spencer, et, semble-t-il, des lettres à d'autres personnes dont l'identité n'a pas encore été révélée. Imaginez-vous à la place de William ou Harry à ce moment précis, debout devant la tombe ouverte de votre mère et recevant en main une lettre qu'elle vous a écrite avant de mourir. Une lettre qu'elle avait enfouie dans le sol, car elle doutait que ces mots survivent autrement. L'émotion qui régnait dans cette pièce devait être insoutenable. Puis vint le détail qui plongea la pièce dans le silence. Un médaillon gravé de 2 initiales, D et M, Diana et Dodie entrelacées. Cela n'avait jamais été évoqué publiquement. Pas une seule fois en 27 ans, dans les semaines précédant l'accident, les deux auraient mal parlé de mariage. Ce médaillon laissait supposer que leur relation était bien plus profonde et bien plus sérieuse que ce que quiconque avait admis publiquement, si elle envisageait réellement un avenir avec lui. Cela change la donne quant à ce qu'elle avait à perdre et ce que les autres risquaient de perdre si elle survivait, la lettre qu'elle a laissée derrière elle. Dans une petite boîte à bijoux enterrée avec Diana se trouvait un morceau de papier plié, jauni par le temps, soigneusement conservé. L'écriture était indubitablement la sienne. Ceux qui l'ont vue en témoignent. Elle a révélé une femme vivant dans une peur profonde durant les derniers mois de sa vie. Pas le genre de peur qu'on repousse, le genre de peur qui vous poursuit sans cesse. Le genre de choses qui vous empêchent de dormir. Diana l'avait confié à son majordome, Paul Burrell, que quelqu'un complotait pour la tuer, qu'il comptait le faire dans sa voiture. Elle ne l'a pas dit sous le coup de la panique ou de l'émotion. Elle l'a dit calmement. Ce calme est précisément ce qui rend la situation si troublante. Il ne s'agissait pas d'hystérie. C'était une femme qui croyait détenir de véritables informations. Et elle se confiait à une personne de confiance. Mais Burrell n'était pas le seul. En 1995, 2 ans avant sa mort, Diana s'est entretenue en privé avec son avocat, un certain Lord Mishkan. Elle lui a confié avoir reçu des informations d'une source fiable, qu'elle allait mourir dans un accident de voiture mis en scène. Mishkan prit cela au sérieux. Il le nota. Il l'a signé. Il l'a mise en lieu sûr dans le coffre-fort de son entreprise. Après la mort de Diana, il a remis ce document au commissaire de la police métropolitaine. La police l'a gardé sous clé pendant 7 ans. Il n'a été rendu public qu'en 2004, lors d'une enquête officielle. Septans. Un document légal signé décrivant une menace précise contre la vie de Diana. Ce document s'est resté enfoui dans un tiroir pendant 7 ans. Diana savait qu'il existait. Elle savait aussi que le texte était entre les mains d'institutions auxquelles elle ne faisait pas confiance. Alors, elle écrivit sa propre version et la déposa dans le tombeau, un endroit où aucune institution ne pouvait l'atteindre. Le mot retrouvé enterré avec elle utilise des mots comme « traqué ». Elle craignait un accident, presque identique à ce qu'elle a dit à Burrell. Elle n'était pas confuse. Elle était cohérente et elle était terrifiée. Ce n'est pas tout. En 1992, des conversations téléphoniques privées entre Diana et une amie proche ont été enregistrées à son insu et divulguées à la presse. Une enquête a confirmé par la suite que les appels avaient été interceptés. On n'a jamais su qui avait donné l'ordre de les enregistrer. Diana était persuadée que l'État la surveillait. Si elle avait conservé des traces de cette surveillance, des preuves permettant d'identifier les personnes qui écoutaient, la tombe était précisément l'endroit où elle les aurait déposées. Des discussions étaient également en cours concernant une seconde interview télévisée faisant suite à sa célèbre apparition dans l'émission Panorama de la BBC en 1995. Une interview qui irait bien au-delà de tout ce qu'elle avait dit auparavant. Après sa mort, toutes les négociations concernant ce projet ont été discrètement interrompues et les documents ont disparu. On ignore si elle a pris des notes sur ce qu'elle comptait dire lors de cette interview, mais Diana était une femme qui documentait tout. Elle ne pouvait empêcher ce qui allait arriver, mais elle s'assura que, lorsque la terre serait enfin ouverte, la vérité qu'elle redoutait serait toujours là. Elle a construit son propre disque,
Elle l'a enterré là où personne ne pouvait l'atteindre, et elle a attendu. Elle en savait trop. Dans la nuit du 30 et 1 août 1904, 2017, la Mercedes de Diana quitta l'hôtel Ritz à Paris. Il est entré dans le tunnel du pont de l'Alma. Il n'en est jamais ressorti. Le premier appel d'urgence a été enregistré à 0h26. L'ambulance n'est arrivée à l'hôpital qu'à 2h du matin, soit 1h40. L'accident s'est produit à quelques kilomètres seulement de l'hôpital. Le système d'urgence français fonctionne différemment des systèmes britanniques et américains. Au lieu de transporter immédiatement le patient à l'hôpital, les médecins français tentent d'abord de le stabiliser sur place. Cela explique en partie le délai. Le docteur Jean-Marc Martignot est arrivé sur les lieux vers 0h40. Diana était vivante, mais grièvement blessée. Elle avait fait un arrêt cardiaque sur place et a été réanimée. Elle a finalement été prise en charge par l'ambulance à 1h18. L'ambulance n'est partie qu'à 1h40. En cours de route, elle a dû s'arrêter à nouveau car sa tension artérielle avait chuté dangereusement. Elle a alors été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pas l'Hôtel-Dieu, qui était pourtant bien plus proche. Diana était encore en vie lorsque l'ambulance est arrivée à l'hôpital. La question de savoir si une intervention plus rapide aurait pu la sauver reste sans réponse. À présent, considérons les images des caméras. 14 caméras de vidéosurveillance étaient installées autour du passage souterrain du pont de l'Alme. Une caméra de circulation était également fixée directement au-dessus du tunnel. Cette dernière était gérée par la Brigade de la circulation de Paris. Un service qui fermait tous les soirs à 23 heures. Aucun personnel de nuit, aucun enregistrement après les heures de service. La police pouvait visionner les images en direct, mais impossible de rembobiner ou de récupérer quoi que ce soit. Toutes les autres caméras du quartier étaient privées et pointaient vers les entrées des bâtiments. Pas la route. Aucune caméra n'a rien capturé d'utile. Dans l'une des villes les plus filmées au monde, sur l'un de ces axes les plus fréquentés, la femme la plus célèbre du monde a trouvé la mort au volant de sa voiture. Et aucune image de l'accident n'existe nulle part. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma récurrent. Une deuxième voiture a été impliquée dans l'accident. Des traces de peinture sur la Mercedes accidentée de Diana ont prouvé qu'un autre véhicule était entré en collision à l'intérieur du tunnel. Ce véhicule, une Fiat Uno blanche, n'a jamais été retrouvé. Le conducteur n'a jamais été officiellement identifié, mais les enquêteurs ont trouvé une personne d'intérêt. Un photographe français du nom de James Anderson. Il avait déclaré aux autorités qu'il n'était pas à Paris la nuit de l'accident. Les enquêteurs l'y ont pourtant placé par la suite, contredisant ainsi directement son alibi. Anderson avait également des liens avérés avec les services de renseignement français. Autrement dit, il était en contact avec des personnes travaillant au sein des agences d'espionnage du gouvernement français. Ce n'était pas un photographe ordinaire. En 2000, 3 ans après la mort de Diana, son corps a été retrouvé dans une voiture entièrement calcinée, au milieu d'un champ isolé. Les autorités françaises ont conclu à une mort naturelle, mais aucune autopsie complète n'a été pratiquée pour établir avec certitude les causes de son décès. Un personnage clé, lié au service de renseignement, qui avait menti sur ses déplacements la nuit de la mort de Diana. Elle était morte, et la conclusion officielle était qu'il ne s'était rien passé de suspect. Diana avait confié à son majordome que quelqu'un projetait de la tuer dans une voiture. Elle avait dit exactement la même chose à son avocat 1 an avant sa mort, avec suffisamment de détails pour qu'il le mette par écrit et le signe comme document officiel. Ces conversations téléphoniques privées avaient été enregistrées à son insu. Elle préparait une deuxième interview télévisée. Celle-ci aurait été plus explicite que toutes ses déclarations publiques précédentes. Son accord de divorce comportait des clauses de photos juridiques. Cela l'empêcha de parler de ce qu'elle avait vu à l'intérieur du palais.
Elle se reconstruisait une vie, une nouvelle relation, un avenir entièrement en dehors de l'institution. Elle détenait un savoir que certaines personnes influentes ne pouvaient se permettre de révéler au public. Des années après la mort de Diana, le journaliste qui a révélé l'affaire du billet de Mishkan a prononcé des paroles qui ont marqué à jamais ceux qui les ont entendues. Il a déclaré que Diana n'était pas morte par hasard, simplement parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Elle est morte parce qu'elle était la personne idéale, détentrice des informations cruciales, au pire moment pour ceux qui avaient besoin de son silence. Elle en savait trop. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la vérité qu'elle a refusé d'enfouir. Lorsque le palais apprit ce qui avait été découvert dans le tombeau de Diane, la réaction fut immédiate. L'événement ne fut pas perçu comme étant historique. L'incident fut perçu comme une menace. Le roi Charles en fut informé quelques heures plus tard de l'avis général. Sa réaction fut complexe. Il sait ce qui s'est passé durant ce mariage. Il sait ce que Diana a vu et entendu. Il sait ce qu'elle était capable de consigner. Si le contenu de ce tombeau confirme ses déclarations publiques de son vivant, son héritage pourrait être irrémédiablement terni. La réaction de Camilla fut plus simple. C'était la peur. Diana n'a jamais caché ce qu'elle ressentait pour Camilla. Si ces documents contiennent des récits précis, des dates nommées, des descriptions détaillées de faits, niés publiquement depuis des décennies, les conséquences pour la reine consort actuelle seraient graves et très publiques. Le palais a pris contact avec le comte Spencer, de manière informelle, discrètement. Ils ont posé des questions sur le contenu des documents. Spencer a répondu par la négative. Et voici pourquoi cela est si important. Les objets trouvés dans cette tombe appartiennent entièrement à la famille Spencer. Ils ont été découverts sur leur terre, dans un cimetière Spencer, déposé là par un Spencer. La couronne n'a aucun droit légal sur cette page. Cela pourrait paraître un détail juridique mineur, mais il n'en est rien. La famille royale a passé près de 30 ans à contrôler l'image de Diana, décider de ce qui sera publié, décider de ce qui sera enterré, décider comment on se souviendra d'elle, et la façon dont elle est décrite. Pour la première fois, quelque chose lié à Diana existe, totalement hors de leur portée. Ils ne peuvent y accéder. Ils ne peuvent pas le contrôler. Diana y a veillé. William est tiraillé entre deux mondes, comme toujours avec sa mère. Il est un Spencer par le sang, mais il est le futur roi par devoir. Selon certaines sources, il souhaite que ces documents restent confidentiels. Harry, quant à lui, voudrait le contraire. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord entre frères, il s'agit de deux hommes marqués par une même perte, qui ont des opinions diamétralement opposées sur ce que le monde devrait savoir de leur mère. Le comte Spencer n'a fait aucune déclaration publique quant à ce qu'il compte faire des éléments découverts, mais sa position était restée claire depuis le jour de la mort de Diana, lors de ses funérailles à l'abbaye de Westminster. Il se tenait à la chaire et prononça un éloge funèbre qui était une accusation directe contre l'institution. Assis sur les bancs devant lui, les fidèles éclatèrent en un applaudissement. Les membres de la famille royale restèrent silencieux. Spencer a passé 27 ans à protéger sa sœur de ceux qui l'ont trahi. Il ne leur remettra pas les documents qu'elle a cachés précisément pour les tenir à distance. Diana ne s'est pas laissée faire. Elle refusait que le palais écrive la version finale de son histoire. Elle a repris la parole. Il l'a mis par écrit et il l'a consigné quelque part à ce moment-là. Et sa propre famille de sang contrôlait tout. Ni l'institution, ni le palais, ni les personnes qui avaient passé des années à tenter de la faire taire. Ce n'est pas l'histoire d'une femme morte dans un tunnel parisien. C'est l'histoire d'une femme qui savait ce qui allait arriver, qui s'y était préparée. Et elle a veillé absolument à ce que, 27 ans plus tard, lorsque le terrain s'est enfin ouvert, elle ait encore le dernier mot. Et elle le fait.